隊長、隊長。なんだ、惑星プラントの件はもう終わったんじゃねえのか。僕だけが生き残ったんです。仲間たちは全滅されました。全滅だと？どうしてこうなったんだ？ツフル人の待ち伏せか？いや、違います。たった一人の戦士だったんです。一人の戦士だと？サイヤ人だって。サイヤ人？惑星サラダに住んでいた猿野郎のことか。お前らエリート部隊が一人のサイヤ人に負けるとは。あのサイヤ人は特殊です。変身ができるんです。変身？スカウターの記録を送ります。何者だってね。俺は誰かって、ここで物事を変えたいと思うただのサイヤ人さ。サイヤ人の中にそんな戦士がいるとは聞いたことねえぞ。情けない。とにかく撤退しろ。俺が千鳥様に報告する。このままでは返さないだろう。わかりました。これで全てが変わる。この俺の運命、カカロットの運命、そして貴様の運命も。まさかスーパーサイヤ人。これで最後だ。所詮スーパーサイヤ人なんてただのくだらん伝説に過ぎなかったんだ。Si Freezer a décidé de détruire la planète Vegeta, c'est pour deux principales raisons. La première est que Beerus, le dieu de la destruction, lui a commandé de le faire. Ne supportant pas le caractère sauvage et rustre des Saiyans, en particulier celui du roi Vegeta, il a donné à Freezer la permission de les anéantir. Cependant, le commandement de Beerus n'aura qu'accéléré cette destruction, car Freezer avait déjà l'intention de se débarrasser du peuple Saiyan dès lors que son père, le roi Cold, lui a cédé le pouvoir. La raison étant que Freezer redoutait l'apparition d'un guerrier provenant d'une légende millénaire au sein de ce peuple, le Super Saiyan. En effet, la légende raconte qu'il y a plus d'un millénaire, avant même que les Saiyans ne s'installent sur la planète Vegeta, un guerrier aux capacités extraordinaires est apparu au sein du peuple Saiyan. Il est dit qu'il a su dépasser les limites qu'aucun autre guerrier n'avait jamais pu franchir, le plaçant en tout point au sommet de sa race. L'histoire rapportera qu'un Super Saiyan de ce type ferait son apparition tous les 1000 ans. Cependant, même si Freezer semblait prendre cette menace très au sérieux, on a pu constater que les Saiyans, et même Vegeta qui en fait mention pour la première fois sur Namek, ne voyaient le Super Saiyan que comme une vieille légende à laquelle il ne portait pas plus d'importance que cela. Mais c'est lorsque Vegeta ressentira la force et les capacités de Goku sur Namek que cette légende reviendra à son esprit, lui qui voyait devant lui à ce moment un guerrier Saiyan qui avait largement dépassé le niveau normal d'un Saiyan, et même son niveau à lui, le niveau d'un guerrier d'élite, le niveau d'un prince. Et à la vue de cette puissance dont faisait montre le Saiyan, il est
intéressant de relever qu'aussi bien Vegeta que Ginyu ont eu la même réaction en la constatant. En effet, tous les deux ont directement lié la force de Goku à ce moment à celle du Super Saiyan, tant son niveau semblait anormal pour un guerrier issu de ce peuple. Mais par la suite et de la même manière, face à la clémence dont Son Goku a fait preuve à l'égard de ses ennemis, aussi bien Vegeta que Ginyu arriveront à la conclusion que Goku ne pouvait pas être un Super Saiyan à ce moment, car il était beaucoup trop pur, sous-entendant donc que le Super Saiyan dont parlait la légende devait être selon eux un guerrier assoiffé de combat, féroce et impitoyable. どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。 Mais malgré leur dire, la fin de cet arc détrompera ces derniers et donnera raison à leur premier pressentiment. C'est en effet après un combat de haute intensité face au tyran Freezer qui a fini par tuer son plus fidèle allié Krillin que Son Goku entrera dans une colère profonde qui fera renaître pour la première fois depuis plus de 1000 ans le Super Saiyan, ce guerrier légendaire. À ce moment et sous cet état, Son Goku venait de multiplier sa puissance par 50, comme l'évoquent les encyclopédies et les guides liés à l'histoire, Daizenshu 7 et Super Exciting Guide. C'est à cet instant qu'on constate que le Super Saiyan, qui a été évoqué à maintes reprises dans cet arc, est en réalité une transformation physique du peuple Saiyan, puisque la chevelure noire, caractéristique de ce peuple, devient dorée et les yeux du guerrier deviennent bleus. Sa musculature augmente au même titre que son aura qui devient alors elle aussi dorée. Et on peut noter que ces changements physiques ne semblaient pas être connus ni par Vegeta ni par Freezer, qui s'étonne de voir cette évolution, lui qui pensait sûrement que le singe géant ou Ozaru était la seule mutation des Saiyans. Mais au-delà du changement physique, l'une des premières caractéristiques perceptibles de ce Super Saiyan et qui nous frappe d'emblée lorsque Goku l'éveille, est que cette transformation change totalement le comportement du Saiyan et marque une rupture franche avec l'ancien Goku qu'on avait connu. C'est pourquoi pour la première fois de l'histoire, Son Goku utilisera un langage très familier, notamment envers son fils Gohan qui l'engueulera également pour la première fois en lui ordonnant de s'en aller de la planète avant qu'il ne perde le contrôle de son esprit, chose invraisemblable pour un être habituellement si pur. 俺の理性がちょっとでも残ってるうちにとっとと帰るんだ。 Et si ce changement de comportement s'opère avec son propre fils, celui-ci s'exprimera d'autant plus face à celui qui a éveillé cet état, Freezer. Jusqu'alors, Son Goku n'avait jamais exprimé l'envie de mettre un terme à la vie de son ennemi, au contraire, il a toujours souhaité épargner son opposant. De Piccolo à Vegeta, en passant par l'ensemble des membres du Commando Ginyu, dont il avait regretté la mort, tous avaient bénéficié de la miséricorde de Goku. こいつもさっきのやつもまだ死んじゃいねえ。早いうちに連れてこの星から出ていけ。 Mais sous ce Super Saiyan, Goku exprimera clairement sa volonté d'exterminer Freezer, il lui dit d'ailleurs qu'il ne l'épargnera pas, même si celui-ci l'implorait. Son Goku ira même jusqu'à offrir un châtiment plus grand que la mort à Freezer, lorsqu'après l'avoir totalement dominé, il décide de lui-même d'arrêter le combat, car il jugeait inutile de poursuivre plus longtemps ce massacre. Empli d'une bonne dose de mépris, il ordonnera à Freezer de quitter la planète et de vivre dans la peur, en gardant à l'esprit pour le reste de sa vie le tourment d'avoir été vaincu par un vulgaire Saiyan. Goku ne souhaitait alors nullement donner une seconde chance à Freezer, il ne jugeait simplement plus ce combat intéressant, à l'image d'un prédateur qui ne trouverait plus d'intérêt de se jouer de sa proie beaucoup plus faible et qu'il laisserait donc s'en aller. C'est pourquoi à cet instant, les paroles de Ginyu et Vegeta, décrivant le Super Saiyan comme un guerrier assoiffé de combat et sans pitié, prennent alors tout leur sens. Du moins en partie, car malgré ce changement drastique de comportement sous cet état, la bonté de Goku finira quand même par prendre le dessus. C'est pourquoi il décidera finalement d'épargner Freezer et de lui donner cette seconde chance. Et même lorsque ce dernier essaya de retourner l'énergie que le Saiyan lui a léguée contre lui, obligeant Son Goku à riposter pour le mettre définitivement hors d'état de nuire, on constatera tout de même que l'expression de Goku illustre une certaine amertume devant cette conclusion, lui qui au final ne semblait pas vouloir mettre fin à la vie de cet ennemi qui lui a fait dépasser ses limites. Et cette bonté de Goku qui s'exprimait à la fin de ce combat est loin d'être opposée au comportement d'un Super Saiyan, puisque les récents éléments de l'histoire laissent à penser que la pureté, l'empathie et la bonté sont, contrairement à ce que la légende le laissait croire, inhérents au comportement de ce guerrier légendaire. Nous reviendrons plus tard sur ce point. ここに来てサイヤ人たちはスーパーサイヤ人なるものに変異する技を身につけたようで Après l'arc Namek et l'arrivée de Trunks, la légende d'un Super Saiyan apparaissant une fois par millénaire est rapidement révisée, puisque durant cet arc, ce n'est pas moins de 3 nouveaux Super Saiyans qui feront leur apparition, Trunks, Vegeta et même le jeune Gohan. Mais la démocratisation du Super Saiyan auprès de ces guerriers nous permettra d'en apprendre plus sur cette transformation.
Dans l'univers de Dragon Ball, chaque être vivant possède de l'énergie et celle-ci est la base de toute chose dans la science du combat. C'est grâce à son développement et à son contrôle que la valeur d'un guerrier se fera ressentir. Avoir conscience de son énergie est la première étape qui va ensuite permettre au guerrier de la manier et de lui donner vie au travers de techniques comme la danse de l'air qui permet par exemple à l'utilisateur de voler et même, à partir d'un certain niveau de maîtrise, de libérer cette énergie au travers d'une onde de choc destructrice. Mais on peut également noter que l'énergie peut s'exprimer d'autres manières. Par exemple, plus son énergie sera grande et plus le guerrier aura une grande force physique et sera résistant face aux guerriers qui ont une puissance moindre par rapport à la sienne. Dans Dragon Ball, l'énergie des guerriers est nommée de différentes manières. Les Saiyans ainsi que l'armée de Freezer qualifiaient par exemple l'énergie de force de combat ou Sentoryoku et la mesuraient à l'aide de leurs scouters. Sur Terre, Goku et les guerriers Z quant à eux ont démontré avoir acquis une compréhension plus poussée de l'énergie qu'ils nommaient Ki. En effet, les guerriers Z parvenaient à ressentir la force énergétique d'un opposant sans dépendre d'un dispositif. En plus de cela, ils ont montré qu'ils pouvaient à leur gré dissimuler totalement leur force ou au contraire l'augmenter drastiquement au moment d'une attaque, ce qui a plusieurs fois trompé l'adversaire qui sous-estimait leur force réelle. C'est pourquoi après son passage sur Terre, Vegeta sera tellement surpris par cette compétence qu'il s'entraînera à la développer à son tour durant son passage sur Namek. Au fil de l'intrigue, on apprendra également que le Ki peut être lié à une personne. C'est d'ailleurs grâce à cette empreinte énergétique que les guerriers Z ont compris que Freezer était en chemin pour la Terre, rien qu'en sentant son énergie. En revanche, et c'est là que c'est intéressant, la transformation de Trunks en Super Saiyan nous apprend qu'en plus de l'empreinte énergétique propre à chaque individu, le Super Saiyan, indépendamment du guerrier qui l'éveille, a sa propre empreinte puisque lorsqu'il ressent l'énergie dégagée par cette transformation, Son Gohan dira que l'énergie dégagée à ce moment par Trunks est la même que celle qu'avait dégagée son père sur Namek. Ce faisant, on peut arriver à la conclusion que tous les Super Saiyans dégagent une énergie similaire, ce qui, d'une certaine manière, crée une sorte de lien énergétique entre eux, et la suite de l'histoire montrera que ce lien n'est pas si dénué d'importance, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais si la transformation de Trunks nous en a appris un peu plus sur le type d'énergie dégagée par les Super Saiyans, elle ne nous dit absolument pas comment ce guerrier légendaire, que l'on pensait si rare, s'est autant démocratisé. Surtout que plus tard dans l'histoire, la descendance de Goku et Vegeta vient encore plus briser le mythe, puisque c'est de manière presque innée que le jeune Trunks du présent et Son Goten, respectivement 9 et 8 ans et sans réelle formation martiale, dévoileront également cette transformation. Pourquoi autant de Super Saiyans sont récemment apparus alors que cette transformation avait disparu de l'histoire depuis plus de 1000 ans? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre en analysant les conditions d'éveil du Super Saiyan. Lorsque Goku a éveillé le Super Saiyan sur Namek, Freezer, ébranlé par cette puissance et cette résistance qu'il a instantanément acquise, lui demandera qui il est réellement. À cela, Son Goku répondra qu'il n'est rien d'autre qu'un Saiyan venu de la Terre pour l'exterminer. Mais ce qui est intéressant, c'est que Son Goku complétera sa description en disant qu'il est habituellement doté d'un esprit calme, paisible, mais que la colère a éveillé en lui quelqu'un d'autre, le guerrier qui est compté par la légende, le Super Saiyan. 俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士スーパーサイヤ人孫悟空だ。 Ces deux éléments contraires que sont la pureté ainsi que la colère semblaient donc déjà donner un indice quant aux conditions nécessaires permettant à un guerrier de se transformer en Super Saiyan. Et justement, lorsque Vegeta à son tour a dévoilé cette transformation, il a bien stipulé qu'elle s'est éveillée après qu'il ait été en colère face à lui-même, face aux limites de sa force qu'il a constatées durant l'entraînement auquel il s'est soumis. La colère, l'une des deux conditions de cette hypothèse, était donc confirmée. Cependant, contrairement à Goku ou encore Trunks, Vegeta n'avait pas un cœur pur, d'où l'incompréhension de Krillin qui pensait que quelqu'un comme Vegeta n'aurait jamais pu atteindre le Super Saiyan. Vegeta lui répondra alors en disant qu'il était bien pur dans ses sentiments, mais purement maléfique. Mais même si Vegeta semblait si sûr de sa vision de la pureté pour expliquer sa transformation, ce dernier se trompait en partie car cette pureté maléfique, comme il l'appelle, n'aurait jamais pu lui permettre d'atteindre le Super Saiyan. Au contraire, ce sont un certain nombre d'autres paramètres qui le lui ont permis.
Dans le Psycho Jump de janvier 2018, Akira Toriyama lui-même vient nous expliquer plus en détail le processus qui amène à la transformation en Super Saiyan, et cela passe par la compréhension même de la race Saiyan et de son fonctionnement. Et à ce titre, il est dit qu'à la naissance, les Saiyans ne sont pas tous destinés au combat. Par exemple, les bébés Saiyans qui naissent avec une faible force de combat sont destinés à suivre deux voies. Soit ils suivront la filière intellectuelle qui fera d'eux les ingénieurs et les scientifiques du royaume, soit ils seront envoyés en tant que bébés infiltrés dans des planètes lointaines, dans le but de les coloniser lorsqu'ils seront plus grands. Il est d'ailleurs dit que ces bébés ont un faible taux de survie et sont comme qui dirait sacrifiés par le royaume. D'ailleurs, Badak a expliqué que c'est sûrement le destin qui attendait son fils Kakaroto, c'est pourquoi il a pris les devants en l'envoyant lui-même sur une planète qu'il avait sélectionnée, une planète paisible où son fils aurait de plus grandes chances de survie, la planète Terre. À ce stade, on peut déjà comprendre qu'une grande partie de ce peuple n'atteindra jamais le Super Saiyan, simplement car tous les Saiyans ne deviennent pas tous des combattants, alors que le Super Saiyan est bien une transformation que seul un guerrier ayant dépassé les limites de puissance de sa race peut atteindre. Quant aux bébés Saiyans qui naissent avec une force de combat élevée, ils seront considérés comme des aspirants combattants et suivront donc une filière martiale. Et parmi eux, ceux qui auront le plus grand potentiel seront même intégrés à un programme d'entraînement spécial visant à augmenter encore plus leur force de combat pour faire d'eux les guerriers d'élite du royaume. Vegeta par exemple fait partie de ce programme et c'est pourquoi il considère que si quelqu'un était le plus à même de devenir un Super Saiyan aujourd'hui, c'était bien lui, le prince des Saiyans, l'élite parmi les élites de son peuple. Cependant, malgré leur potentiel au combat et leur entraînement, même ces Saiyans combattants ne sont pas forcément amenés à atteindre le Super Saiyan, et d'ailleurs aucun Saiyan issu de ces programmes ne l'a atteint depuis plus de 1000 ans. Et la raison de cette disparition tire son origine dans le fonctionnement de l'organisme des Saiyans, car pour libérer la transformation du Super Saiyan, il est nécessaire que le corps du guerrier sécrète et contienne suffisamment de ce qu'on appelle des cellules S, qui sont les cellules qui, arrivées à une certaine quantité, vont opérer un changement dans le corps du Saiyan, changement qui va modifier son apparence tout en décuplant sa force, tel est le Super Saiyan. On peut noter que tous les Saiyans disposent de ces cellules S, cependant, il est dit que la plupart d'entre eux n'en ont pas en quantité suffisante. Et cette carence en cellules S est due à la nature même des Saiyans, car pour augmenter ce taux dans son corps, un Saiyan doit avoir un esprit calme et apaisé, en d'autres termes, il doit avoir un cœur pur. Et les Saiyans étant pour la très grande majorité des êtres cruels et sanguinaires, qui ont fait du vol, de la destruction et de la colonisation de planètes leurs principales activités, le nombre moyen de cellules S chez les guerriers était généralement très bas, et c'est pourquoi au fil du temps, aucun Super Saiyan n'est plus jamais apparu, faisant de cette transformation une simple légende. Et donc à l'inverse, cette explication nous permet facilement de comprendre pourquoi Son Goku a pu être le premier guerrier Saiyan à avoir atteint cette transformation depuis plus d'un millénaire, simplement car le choc qu'il a subi à la tête en arrivant sur Terre a changé son comportement, le rendant plus calme et apaisé, ce qui lui a permis d'évoluer d'une façon différente de ses congénères, en un Saiyan pur et altruiste qui a donc pu rassembler dans son corps une très grande quantité de ses cellules S au fil du temps. Mais quand bien même, avoir seulement un cœur pur ne permet pas d'atteindre la quantité de cellules S suffisante pour se transformer en Super Saiyan, c'est pourquoi Goku ne l'a pas atteint plus jeune, lui qui a déjà été confronté à des situations similaires à celles qu'il a vécues sur Namek. Goku qui, plus jeune, avait déjà vu Krillin se faire tuer injustement sous ses yeux, sans qu'aucune transformation ne se soit produite. La raison étant que pour atteindre cette quantité suffisante de cellules S, la dernière condition est de disposer d'une grande force de combat, force que Goku a pu atteindre définitivement suite à l'intense entraînement gravitationnel qu'il a réalisé seul sur son trajet vers Namek, un entraînement qui lui a permis d'acquérir une puissance ayant largement dépassé les limites Saiyan, comme l'avait souligné Vegeta qui a été à ce moment totalement surpassé par Goku, qu'il avait pourtant dominé sur Terre il y a de cela quelques semaines. Et c'est seulement à ce moment précis, lorsque les cellules S créées par la pureté du Saiyan s'ajoutent aux cellules S sécrétées par sa grande force de combat, que la colère va agir en tant qu'élément déclencheur pour permettre au Saiyan de générer en un court instant une quantité faramineuse de cellules S supplémentaires, un pic qui représente la dernière partie qu'il manquait pour réveiller le Super Saiyan. Et c'est pourquoi avec cette explication, on comprend que Vegeta n'aurait pas pu générer la quantité suffisante de cellules S avec cette pureté maléfique, puisque l'auteur lui-même avance qu'il est nécessaire de disposer d'un esprit paisible et pur. Cependant, on peut supposer que Vegeta ait pu générer la quantité restante de cellules S grâce à la famille qu'il s'est créée durant cette ellipse et à qui il tient, comme on a pu le voir dans cet arc avec la relation qu'il a eue avec son fils, mais aussi en vivant simplement sur Terre, une planète à l'environnement doux et où il n'a pas été menacé, comme sur les planètes rudes et hostiles qu'il a côtoyées durant toute sa vie.
En effet, l'environnement dans lequel évolue le Saiyan a de l'importance, car il est dit que si les enfants de Goku et Vegeta, en particulier Goten et Trunks, ont pu atteindre le Super Saiyan beaucoup plus facilement, c'est parce que d'une part ils ont hérité de la grande quantité de cellules S de leur père qui en disposaient de beaucoup avant leur naissance, mais aussi parce qu'en vivant tant de paix sur Terre, où l'environnement est paisible, ils ont pu évoluer sereinement et développer eux-mêmes suffisamment de cellules S très rapidement pour se transformer. On peut donc supposer que ces deux enfants, qui passaient déjà leur journée à s'entraîner, n'ont pas eu besoin de se mettre dans une intense colère pour déclencher le boost de cellules S, boost qui a été nécessaire à Goku et Vegeta pour se transformer. De la même manière, les Saiyans de l'univers 6, dont le cœur est naturellement pur et dont la planète est paisible, feront montre d'une facilité similaire pour s'éveiller au Super Saiyan, eux qui disposaient donc de la quantité de cellules S qui faisait défaut aux Saiyans de la planète Vegeta. Et au-delà de Goten et Trunks, cet héritage de cellules S a également bénéficié à Gohan, qui a depuis toujours montré en lui un énorme potentiel. Potentiel qui l'a conduit à éveiller le Super Saiyan très vite, après un entraînement sérieux dans la salle de l'esprit et du temps, alors qu'il n'avait que 9 ans lorsqu'il y est entré. Quant à Mirai Trunks, il a également éveillé le Super Saiyan très jeune, aux alentours de 13 ans. Cependant, il l'a éveillé bien plus tard que son homologue du présent. La raison étant sûrement qu'à la vue du contexte dans lequel il a grandi, à savoir un monde détruit par les cyborgs où les ressources se font rares et où il n'a pas pu s'entraîner de façon optimale, il n'a tout simplement pas eu le cadre environnant adéquat afin de développer sa force de combat et de naturellement générer assez de cellules S. Il aura donc fallu que Son Gohan intervienne pour le former dans un premier temps, Son Gohan qui, de sa mort, sera ensuite le déclencheur de la colère de Trunks qui lui a apporté ce boost de cellules S qui a permis sa transformation. Vous l'aurez donc compris, ces révélations de la part de l'auteur nous montrent que le Super Saiyan est au final la résultante d'une réaction chimique dans le corps des Saiyans, réaction chimique facilitée par un esprit pur et un environnement paisible. Il est également intéressant de souligner qu'une fois le Super Saiyan libéré, celui-ci continuera d'avoir un impact sur le fonctionnement général du corps et des cellules des Saiyans, car en faisant circuler beaucoup plus intensément l'énergie dans tout son corps, le rendant de ce fait plus fort, plus endurant et plus rapide, c'est l'ensemble du métabolisme du guerrier qui, de manière générale, va être accéléré par le Super Saiyan. Et ce phénomène peut, dans certains cas, être à double tranchant car si un élément néfaste se trouve dans le corps du guerrier, le Super Saiyan va également accélérer son action dans tout son corps. C'est pourquoi alors que Son Goku commençait à présenter de faibles symptômes liés au virus qui attaquait son cœur, celui-ci a vu les effets de sa maladie amplifiés dès lors qu'il s'est transformé en Super Saiyan au début de son combat contre C-19. Le Super Saiyan, en boostant son métabolisme, venait tout bonnement d'accélérer les effets du virus dans le corps de Son Goku, ce qui l'a rapidement conduit à être terrassé par la maladie. De la même manière, ce phénomène a pu être observé lors du tournoi entre l'univers 6 et 7, où le Super Saiyan a accéléré le poison de Lavender dans le corps de Gohan. L'effet du Super Saiyan ne laissait à ce moment à Gohan que peu de temps pour mettre un terme au combat, et c'est ce qu'ont remarqué Whis et Son Goku. Cependant, même à ce moment de l'histoire, les Saiyans n'avaient absolument pas connaissance de ces cellules, ni de la réaction chimique qui se passait dans leur corps au moment de leur transformation. Mais quand bien même, cela ne les a pas empêchés d'éveiller le Super Saiyan, et même, très rapidement, de nourrir l'ambition démesurée qui était de le surpasser. Ah, Super Saiyajinの上を目指そうと思うんだ。 En plus d'avoir démocratisé le Super Saiyan, l'arc cyborg cassera définitivement le mythe autour de cette transformation, le Super Saiyan ayant trouvé un adversaire plus puissant que lui, les cyborgs du Dr Gero. Face à ce constat, le désir de le surpasser a rapidement gagné l'esprit des Saiyans, eux qui commençaient déjà à pressentir ce qu'il y avait au-delà de cette transformation. Pour éveiller cette forme, la première génération de Super Saiyan a soumis son corps à des conditions extrêmes. Mais pour prétendre au stade au-dessus du Super Saiyan, les guerriers devaient trouver un moyen d'aller encore plus loin et dans un temps très réduit. Et ce sera finalement Son Goku qui apportera la solution et proposera aux Saiyans de s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. Cette salle spéciale menant vers une dimension parallèle où l'environnement hostile permettra aux Saiyans de s'entraîner intensément et de préparer leur corps à supporter le dépassement de leurs limites. Une gravité 10 fois plus élevée que sur Terre, un climat rugueux en perpétuel changement, une pression atmosphérique pesante rendant la respiration plus difficile, c'est dans cette salle que Vegeta, Trunks, Goku et Gohan passeront une année entière en vue de surpasser le Super Saiyan. La première chose qu'on peut relever à ce stade est que cette salle ne semble pas plus contraignante pour le corps que ce qu'ont pu vivre Goku ou encore Vegeta par le passé. En revanche, cette salle, de par ses règles et sa nature austère qui impacteront les guerriers sur la durée, mettra assurément leur mental à rude épreuve. Les premiers à s'y être entraînés seront Vegeta et Trunks, qui ont opté pour une approche axée sur le développement de leur force physique et de leur force énergétique brute. Et à leur sortie, force est de constater que l'objectif premier de cet entraînement est franchi, puisque sous les yeux de Cell,
Vegeta dévoilera une nouvelle forme du Super Saiyan nommée Super Saiyajin Dai Nidankai ou Super Saiyan 1 de stade 2. Par rapport au simple Super Saiyan, sous cette forme, les cheveux deviennent plus raides et le volume musculaire augmente. Concrètement, ce stade force le Super Saiyan à libérer beaucoup plus de puissance. L'augmentation de la musculature à ce niveau ne bride pas du tout la vitesse, au contraire, le Super Saiyan Dai Nidankai est beaucoup plus rapide et sous sa forme semi-parfaite, celle en fera les frais puisqu'aussi bien Vegeta que Trunks auraient pu en finir avec lui. Mais sûr de sa force, lui qui a été le premier à dépasser le Super Saiyan, Vegeta courra cependant à sa perte en laissant Cell, malgré les avertissements de Trunks, atteindre sa deuxième forme, dite parfaite, qui parviendra finalement à venir à bout de sa puissance. Mais la fierté du prince des Saiyans aura eu le mérite d'entraîner l'apparition d'un stade encore au-dessus du Super Saiyan, le stade 3, nommé Super Saiyan Dai Sandankai. Et ce qui marque d'emblée avec cette nouvelle forme, c'est qu'elle nous donne l'impression d'assister à la forme la plus violente et la plus bestiale du Super Saiyan. Du simple élastique brisé qui annonce que rien ne peut entraver cette forme, aux yeux totalement révulsés de Trunks qui suppose une perte de raison et de contrôle dont il faisait preuve jusque maintenant. On assiste alors à une aura du Super Saiyan pour la première fois de l'histoire électrifiée, signe de la violence de cette transformation. Sous cette forme, la puissance du Super Saiyan est poussée dans ses retranchements. Il acquiert une force destructrice modélisée par l'augmentation considérable de la masse musculaire. Lorsqu'il l'a atteinte, Cell reconnaît même qu'à ce moment, Trunks avait atteint une puissance plus grande que la sienne. Pourtant, cette forme, aussi puissante soit-elle, se révélera rapidement être inutile dans un tel combat. Car en effet, le contre-coup de cette puissance est que le Saiyan perd grandement en vitesse. L'augmentation de sa musculature le rend plus lourd et moins agile, c'est pourquoi arrivé à un certain point du combat, Trunks ne parviendra même plus à toucher Cell. Et ce gain de puissance forcée fera également diminuer très vite l'énergie du Saiyan. Acte final qui scellera le destin de cette transformation, Cell démontrera même à Trunks que n'importe qui pouvait forcer son corps à libérer une telle force, mais qu'une telle action serait improductive puisque inutilisable en combat. Lui qui pensait à ce moment avoir surpassé son père, le jeune et inexpérimenté Saiyan se rend compte qu'il n'en était rien. Vegeta avait simplement compris que le Super Saiyan Dai Sandankai n'avait aucun intérêt contre un ennemi de la trempe de Cell. Et dans la salle de l'esprit et du temps, Son Goku ne laissera pas son fils faire une telle erreur et lui en fera ainsi la démonstration. Devant un Gohan qui montrait le même niveau d'espoir que Trunks face à cette forme, Son Goku lui expliquera son inefficacité et arrivera à la même conclusion que celle développée par Cell. Mais alors que Vegeta et Trunks, à leur défait, n'ont pas pu aller plus loin que ce troisième stade, Son Goku sera celui qui trouvera la solution pour maximiser l'efficacité du Super Saiyan en atteignant le quatrième et dernier stade du Super Saiyan 1, le Super Saiyan Full Power. なんだあいつら。あれはスーパーサイヤ人か。いや、雰囲気が少し違う。 De tous les Saiyans, Son Goku est celui qui a le plus d'expérience sur le Super Saiyan. L'ayant atteint il y a maintenant 4 ans sur Namek, il a naturellement pu recueillir plus de connaissances sur cette transformation par rapport à un Vegeta qu'il a atteint que très récemment ou un Trunks encore très jeune et beaucoup trop inexpérimenté. C'est pourquoi en plus d'avoir apporté la solution de l'entraînement dans la salle de l'esprit et du temps, Son Goku continuera d'être le guide des Saiyans dans l'évolution de leur force en leur montrant la façon de maîtriser parfaitement le stade du Super Saiyan. En effet, Son Goku a remarqué que le Super Saiyan avait pour effet néfaste de rendre le guerrier émotionnellement instable. En d'autres termes, le Super Saiyan rend naturellement le Saiyan plus violent voire plus primitif, l'empêchant de garder les idées claires et d'utiliser son énergie de manière plus réfléchie et stratégique. D'ailleurs, aussi bien Trunks que Vegeta ont subi cet effet négatif sur leurs émotions. En effet, depuis l'éveil du Super Saiyan, l'instinct combatif de Vegeta s'est plus que jamais éveillé et la rage qu'il contenait lui a souvent fait manquer de discernement, lui qui était si sûr de sa transformation qu'il ne parvenait même plus à voir que l'ennemi qui était en face de lui était largement plus fort. De la même manière que Trunks qui, sous le coup de la rage, a très mal géré son énergie et ne remarquait même pas qu'elle baissait énormément durant son combat, lui qui a eu recours à cette forme inefficace du Super Saiyan. C'est pourquoi pour supprimer cette instabilité émotionnelle, Son Goku devait trouver le moyen de s'habituer au Super Saiyan pour qu'il n'ait plus d'impact sur lui. Et pour ce faire, il aura l'idée de maintenir sa transformation même au repos, même s'il ne combat pas. Et grâce à ce procédé qui leur a permis de s'habituer à cet état, son état émotionnel ainsi que celui de Gohan était devenu le même que lorsqu'il n'était pas transformé, ce que n'ont pas manqué de remarquer les autres guerriers. Sous ce Super Saiyan, les cris de colère ont laissé place au rire, l'instabilité a laissé place au calme, en bref, le Saiyan est totalement maître de son esprit. Et en plus de son esprit, il gagne en maîtrise de son corps puisque maintenir le Super Saiyan continuellement a permis à Goku et Gohan de réduire considérablement la quantité d'énergie qu'il est normalement nécessaire de déployer pour se transformer. Le Super Saiyan étant une transformation difficile à supporter pour le corps, le maintenir continuellement a permis de rendre
rendre les Saiyans plus endurants, ils deviennent alors capables de libérer de ce fait beaucoup plus d'énergie. Et c'est pourquoi à la manière d'un Goku sous son état normal qui stabilisait sa force et l'augmentait de manière stratégique seulement lorsqu'il en avait besoin, le Super Saiyan Full Power lui a permis de gérer son énergie de la même manière, ce qui lui a permis de rivaliser avec Cell et de réduire grandement son énergie, alors même que Trunks et Vegeta n'avaient pas pu l'inquiéter. Mais même si Goku venait de réaliser une prestation remarquable contre Cell, il savait avant même son combat qu'il ne serait pas de taille face à lui. Ayant les idées très claires à la fin de son entraînement, il avait pu jauger d'un simple coup d'œil la force de Cell qui était tout simplement plus grande que la sienne. Constat qui avait été confirmé par Maître Karin avant le tournoi. Mais même en sachant cela, Goku a appréhendé ce combat très sereinement, au point de décider d'y mettre un terme et même de donner un Senzu à Cell, ce qui rétablira complètement son énergie. Et alors que tous les guerriers, y compris Cell, restaient désemparés face à ce choix d'envoyer son fils au combat à sa place, Son Goku était sûr de lui simplement car il avait vu, dans cette salle spéciale, une force que personne d'autre n'avait jamais vue ni soupçonnée, une force qui cette fois dépassait réellement le Super Saiyan. やっぱオラを超えちまったな。あの時からずっとスーパーサイヤ人の壁を越えてたんだ。 Dépasser le Super Saiyan, telle était la volonté de Vegeta, Trunks et Goku à l'entame de cet arc. Et même s'ils disposent d'une expérience au combat qui est différente, il faut dire que ces trois guerriers aguerris, qui avaient atteint et maîtrisé le Super Saiyan depuis des années, semblaient sûrement être ceux qui avaient le plus de chances de réaliser cette prouesse si tant est qu'elle soit possible. C'est pourquoi personne n'aurait imaginé que celui qui y parviendrait serait un jeune guerrier que personne n'attendait et qui allait être le premier à dépasser la force du Super Saiyan 1 maîtrisé, devenant à ce moment, après un excès de tristesse et de rage qui a libéré une énergie qui semblait sommeiller en lui, le guerrier le plus puissant de l'histoire, le Super Saiyan 2 Son Gohan. En ce qui concerne sa force, sous ce Super Saiyan 2, Son Gohan vient alors de multiplier sa force par 2 en un instant, comme nous en informe le Super Exciting Guide qui place le Super Saiyan 2 comme 2 fois plus fort que le Super Saiyan 1. Et contrairement au stade 3 du Super Saiyan, cette augmentation considérable de sa force n'a eu aucun effet négatif sur la vitesse du guerrier, au contraire, le Super Saiyan 2 le rend plus rapide, comme le souligne d'ailleurs Trunks, lui qui réalisait à ce moment ce vers quoi il aurait dû chercher à tendre. Au niveau de son apparence, le Super Saiyan 2 est sûrement la transformation la plus dure des Saiyans au regard de son allure qui semble constamment sous tension. Les cheveux s'érissent davantage et le guerrier dégage une aura chargée en électricité. Mais ce qui est le plus intéressant à relever, c'est que le Super Saiyan 2 semble faire ressurgir les instincts primitifs des Saiyans assoiffés de combat. L'expression et le regard du Saiyan changent littéralement et son comportement est plus colérique. Que ce soit Gohan lors du Cell Game mais également Vegeta et Goku lors de l'arc Buu qui atteindront également le Super Saiyan 2 par la suite, tous partagent le même regard dur sous cette transformation. Et cette particularité est d'autant plus paradoxale lorsque l'on sait que pour atteindre le Super Saiyan 2, il faut évidemment maîtriser parfaitement le Super Saiyan 1. Et pour le maîtriser, nous avons vu que Goku et Gohan ont cherché à maintenir leur transformation afin justement de se débarrasser de la colère et de l'instabilité qu'ils avaient sous le Super Saiyan 1. Et bien avec ce Super Saiyan 2, la colère voire la cruauté du Saiyan s'exprimera plus que jamais puisque même un personnage aussi pur que Son Gohan finira par céder à ses pulsions en faisant durer le combat face à Cell pour le seul plaisir de le faire souffrir davantage. Le désir de détruire était alors tellement fort que Gohan oubliera même aussitôt la tristesse qu'il a ressentie face à la mort de son père et se délectait déjà de revoir Cell car il voulait le détruire de ses mains. Pour atteindre le Super Saiyan 2, plusieurs méthodes semblent fonctionner. Son Gohan par exemple a atteint le Super Saiyan 2 après avoir ressenti une intense colère en lui qui a en quelque sorte débloqué son potentiel, un peu comme la colère qui avait été le déclencheur chez tous les Saiyans du Super Saiyan 1. Cependant, la colère ne semble pas être la condition sine qua non pour libérer le Super Saiyan 2. En effet, Son Goku avait déjà ressenti le Super Saiyan 2 en Gohan dans la salle de l'esprit et du temps, ce qui veut dire que Gohan avait déjà brièvement émis cette puissance, ce qui a convaincu Goku de son potentiel. La colère aura donc simplement servi de déclencheur pour Gohan. En revanche, il est très peu probable de se dire que Goku, qui a également atteint le Super Saiyan 2, soit passé par une colère similaire à celle de Gohan. Goku l'a atteint dans l'autre monde, plus précisément au paradis, un lieu de paix et d'harmonie, où il est invraisemblable de ressentir la haine ou la colère. C'est pourquoi on peut déduire que le Super Saiyan 2 est au final et sans doute une transformation qui peut être atteinte en remplissant deux conditions. La première est évidemment de maîtriser le Super Saiyan 1, donc d'atteindre le stade Full Power. Et une fois ce stade atteint, poursuivre intensément son entraînement tant sur le plan mental que sur le plan physique permettra au bout d'un certain temps d'atteindre le Super Saiyan 2. Ainsi, alors que son passage dans la salle de l'esprit et du temps a permis à Gohan d'entrevoir le Super Saiyan 2 grâce à son potentiel,
Cell, ce sera dans l'autre monde que Goku se soumettra à un tel entraînement, sûrement supervisé par Maître Kaiô. D'ailleurs, Vegeta semble confirmer cette théorie, lui qui avant d'affronter Goku, lui demande de lui montrer le résultat de son entraînement dans l'autre monde. En d'autres termes, il voulait à ce moment voir si Goku avait pu atteindre une force qui dépassait celle de Gohan lors du Cell Game. Et concernant Vegeta, on peut tout à fait supposer qu'il ait atteint le niveau du Super Saiyan 2 de cette manière, et ce avant même d'être possédé par Babidi, car plusieurs éléments de l'histoire tendent à le confirmer. Premièrement, Vegeta savait comment maîtriser parfaitement le stat full power du Super Saiyan 1. En effet, après un simple coup d'œil, l'ingénieux prince des Saiyans a vite compris en analysant Goku et Gohan que maintenir le Super Saiyan pour s'habituer à cette forme était une brillante idée pour se débarrasser des effets négatifs du Super Saiyan, pour ainsi mieux utiliser son énergie et gagner en puissance. Cependant, sa fierté l'avait sûrement poussé dans un premier temps à rechercher un autre moyen que celui de Goku, puisqu'après son second passage dans la salle de l'esprit et à l'entame du Cell Game, on a pu voir un Vegeta qui n'était pas transformé et qui semblait donc ne pas avoir opté pour cette méthode, ce qui ne lui a au final pas réussi. Mais à la fin du Cell Game, on peut supposer que Vegeta a clairement mis sa fierté au second plan, lui qui a été humilié au point de promettre de ne plus jamais combattre. Baisse de fierté qui a très bien pu le pousser à finalement opter pour la méthode de Goku par la suite. D'ailleurs, c'est dans cette continuité que 7 années plus tard, on verra un Vegeta plus calme, moins hargneux et fier que lors du Cell Game, un Vegeta qui, sous le Super Saiyan, semble s'être totalement débarrassé de son côté colérique et instable, un Vegeta également habitué à la vie de famille et à la vie terrestre. Vegeta avait donc tout le cadre en termes de connaissances et de moyens pour atteindre le Super Saiyan 2 bien avant la possession par Babidi. Cette supposition d'un Vegeta ayant atteint le Super Saiyan 2 par lui-même semble d'autant plus cohérente lorsque l'on met en lien plusieurs autres éléments de l'histoire. Au début de l'arc, on avait un Vegeta qui souhaitait affronter Gohan lors du Tenkaichi Budokai, ce qui peut être le témoin de son évolution car si Vegeta n'était toujours qu'un Super Saiyan 1 à ce moment, il ne l'aurait jamais défié. D'ailleurs, Vegeta déplorera même l'état physique de Gohan, montrant qu'il s'était laissé aller durant ces 7 années de paix. Il ne semblait à ce moment plus du tout envieux ou impressionné par Gohan, au contraire, il l'a recadré, lui qui l'avait à ce moment peut-être déjà égalé, voire surpassé. Gohan, 体がなまっているぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。 Il faut garder à l'esprit que depuis le Cell Game, Vegeta démontre un certain respect pour Gohan. Impressionné par sa puissance, elle qui le faisait littéralement trembler, il finira même par s'excuser d'avoir été un fardeau pour lui, chose inédite pour le fier prince des Saiyans, qui en viendra même à le soutenir lors de l'affrontement final face à Cell. Vegeta ne respecte que la puissance et il n'a en rien oublié la force de Gohan, qu'il n'aurait donc jamais défié toutes ces années plus tard s'il ne se sentait pas réellement capable de rivaliser. Vegeta a tellement assimilé le niveau de puissance de Gohan lors du Cell Game qu'à l'entame du Tenkaichi Budokai, lorsque Gohan s'est transformé en Super Saiyan 2, il sera celui qui soulignera qu'il s'est affaibli durant ces 7 années. あの野郎。セルをやった頃はまだまだこんなものじゃなかったぞ。平和ボケしてトレーニングをサボってやがったからだ。 Comme si ce qu'il avait ressenti ce jour-là l'a obnubilé depuis toutes ces années au point qu'il en avait toujours une idée très précise. D'ailleurs, lorsque Goku s'est transformé en Super Saiyan 2, Vegeta utilisera une nouvelle fois l'exemple de la force de Gohan lors du Cell Game en tant que comparatif pour jauger la force de son rival à ce moment. さすがだな。あの時のご飯以上のパワーだ。 Et ce comparatif à Gohan que Vegeta fait tout au long de l'arc est particulièrement intéressant car il nous permet de déduire que le Super Saiyan 2, au même titre que le Super Saiyan 1, est une transformation qui permet de libérer différents niveaux de puissance. Et cette déduction est confirmée lorsque Goku dit à Caulifla, qui vient tout juste d'atteindre le Super Saiyan 2 sous ses conseils, que pour prétendre au stade suivant, elle devait apprendre à contrôler et maîtriser pleinement le Super Saiyan 2, au même titre donc que le Super Saiyan 1. Et donc si on essaye de faire une hiérarchisation, on aurait donc le Gohan du Cell Game ayant libéré une puissance qu'on pourrait qualifier de Super Saiyan 2 boostée par la colère. Une colère du même type que celle qui boostera plus tard le Super Saiyan 2 de Vegeta face à Beerus. Ensuite, on aurait le Gohan du Tenkaichi Budokai qui ne s'est pas entraîné depuis 7 années et qui a donc libéré un Super Saiyan 2 qu'on pourrait décrire comme plus modeste, comme un niveau de base du Super Saiyan 2. On peut cependant noter que la perte de puissance de Gohan à ce moment n'est pas forcément très élevée. Gohan reste un Super Saiyan 2 dont la puissance a impressionné Kaioshin et dont l'affaiblissement ne semblait pas choquer Goku qui, plus qu'une perte de puissance, regrettait surtout que son fils avait perdu son instinct et ses réflexes au combat. En effet, Goku sait que son fils tire sa force de sa rage et qu'en se mettant en colère, il retrouverait son potentiel passé et pourrait même le dépasser. 怒れご飯。怒ってセルと戦った時のことを思い出し、持っている全ての力を引き出すんだ。怒れ。そうすればおめえは全世界のどんな奴にも負けねえ。ど
んな奴にもな。 De la même manière que Vegeta, qui est très lucide, sait que la force que Gohan avait montrée lors du Cell Game pouvait ressurgir à tout moment s'il avait ce boost que lui octroie la colère. 残念ながら平和をいいことに大したトレーニングはしてなかったらしい。今では俺たちの方が力は上だ。もっともこいつの場合、逆上してぶっちぎれるとどうなるかわからんがな。 Mais quand bien même à cet instant, on peut partir du postulat que la force de Gohan a légèrement baissé par rapport à la force qu'il a pu déployer lors du Cell Game alors même qu'il était blessé. Et enfin, le dernier niveau de maîtrise du Super Saiyan 2 serait celui de Son Goku, qui lui pourrait être considéré comme une sorte de Super Saiyan 2 Full Power, et dont Vegeta avait brièvement aperçu quelques signes lorsque Goku était venu à bout de Yakon. C'est pourquoi après ces 7 années, Vegeta devait donc sûrement avoir atteint un Super Saiyan 2 qui se situe entre le niveau de Gohan à l'entame du Tenkaichi Budokai et celui de Gohan lors du Cell Game qu'il a pris pour référence et qu'il souhaitait défier. Et c'est sûrement pourquoi après avoir vu la force cachée de Goku, qui aux yeux de Vegeta semblait beaucoup plus grande que celle de Gohan lors du Cell Game, et donc de ce fait plus grande que la sienne, que Vegeta décidera de se laisser envoûter par Babidi, simplement pour bénéficier du gain de puissance qui poussera son Super Saiyan 2 dans ses retranchements, ce qui lui a donc finalement permis de rivaliser avec le Super Saiyan 2 de Goku. Goku qui souhaitait mettre rapidement un terme au combat, mais qui réalisait à ce moment que son propre Super Saiyan 2 ne viendrait pas si facilement à bout de celui de Vegeta. Et l'analyse de Goku s'avérera correcte, puisque ne voulant à ce moment pas briser la fierté de Vegeta en dévoilant sa force cachée, il restera sous ce Super Saiyan 2 maîtrisé, mais ne parviendra donc pas à se départager de Vegeta à la suite d'un combat foudroyant sans réel vainqueur. Mais alors que Goku et Vegeta venaient de se rendre compte qu'une puissance allant au-delà de leur Super Saiyan 2 venait d'apparaître en la personne de Majin Buu, Son Gohan sera le premier à expérimenter une défaite totale sous cette transformation, qui a été largement surclassée par la menace et qui l'a laissé pour mort. Et après que le prince des Saiyans, qui souhaitait racheter ses péchés passés en l'affrontant seul, a été totalement surpassé au point de jouer le tout pour le tout au cours d'une ultime attaque sacrificielle qui l'a emporté, l'espoir de voir une nouvelle fois les Saiyans et leur force comme rempart face à la menace semblait bel et bien disparu. Mais ce ne seront pas les 7 années de vie sur une terre paisible, ni les méthodes d'entraînement éprouvées, ni même le talent inné ou encore le pacte avec le malin qui auront permis aux Saiyans de dépasser une nouvelle fois les limites de leur espèce. Cette prouesse sera le fait d'un Saiyan qui parvenait toujours à déceler les secrets du Super Saiyan. この木はまさか地球にいる父さん。いや違う。 Ce n'est plus un secret, de tous les guerriers Saiyan, Son Goku est celui qui, instinctivement, a la plus grande compréhension des différents stades du Super Saiyan. Et le futur apocalyptique de Trunks en est la preuve, en l'absence de Son Goku, les Saiyans ont au final très peu progressé et ont été limités au Super Saiyan 1. À la différence de Trunks qui, plus tard, a pu atteindre le Super Saiyan 2, mais toujours grâce à l'horizon dessiné par Goku qui a formé et préparé son fils à atteindre ce stade sous les yeux de Trunks. Sachant cela, on peut émettre l'hypothèse que le Super Saiyan 2 que Goku a dévoilé face à Vegeta a été éveillé relativement rapidement après sa mort, lui qui, après avoir vu son fils l'atteindre, savait sans doute comment libérer cette forme à son tour, simplement en rattrapant le potentiel inné d'un Son Gohan en colère par un entraînement rigoureux, continuel et toujours plus intense dans l'autre monde. Et à ce niveau, le cadre était idéal pour Goku, lui qui retrouvait à ce moment Kaiô, son maître qui lui a déjà permis, de par sa méthode d'entraînement, de dépasser ses limites par le passé. C'est pourquoi, contrairement à un Vegeta qui a annoncé ne plus jamais vouloir se battre suite à sa défaite totale lors du Cell Game, ce qui l'a inévitablement fait prendre encore plus de retard, lui qui n'était à ce moment même pas un Super Saiyan 1 Full Power, Son Goku était déjà sûrement en train de se demander si les Saiyans pouvaient aller plus loin que ce Super Saiyan 2, et force est de constater qu'une nouvelle fois, il montrera que c'était possible. Lui qui avait avancé à avoir déployé le maximum de sa force face à Vegeta, montrera lors d'un événement suivi par tous les habitants de la Terre et même par certains habitants de l'autre monde, qu'il cachait encore une force insoupçonnée, une force ayant surpassé la transformation qui avait elle-même déjà surpassé le Super Saiyan, le Super Saiyan 3.
Le Super Saiyan 3 est la transformation qui diffère le plus jusque maintenant. La chevelure du Saiyan pousse énormément, ses sourcils disparaissent totalement et une pupille vient assombrir le centre des yeux turquoise du guerrier. De manière globale, cette apparence le rend beaucoup plus bestial et on reconnaît là les traits qui se rapprochent de l'Ozaru, la transformation naturelle des Saiyans. Toujours concernant son apparence, les éclairs de l'aura du Super Saiyan 3 semblent plus présents que sous le Super Saiyan 2, rendant cette transformation encore plus agressive. Cependant, l'intensité de l'aura contraste avec l'expression du Saiyan sous ce stade qui, bien qu'il paraisse plus bestial, semble beaucoup moins colérique et sous tension. Sous cette forme, Son Goku est totalement calme et semble parfaitement contrôler ses émotions. Il ne semble pas avoir la rage inhérente du Super Saiyan 1 non maîtrisée, ni cette expression colérique qu'il avait encore quelques secondes auparavant sous son Super Saiyan 2. Et puisque Son Goku dira à ce moment qu'il n'est pas encore habitué à cette transformation, 時間がかかってすまなかったね。まだこの変化に慣れてねえんだ。 on peut déduire que ce calme et ce contrôle ne sont pas dus à une maîtrise de la transformation, mais simplement au fait que le Super Saiyan 3 ne provoque naturellement pas cette colère, contrairement aux précédentes transformations. Concernant sa force, sous le Super Saiyan 3, Son Goku vient de multiplier sa puissance par 4 par rapport au Super Saiyan 2. C'est pourquoi à ce moment, on peut conclure que sous le Super Saiyan 3, Son Goku libérerait 400 fois plus de puissance que sous sa forme normale. L'énergie libérée par le Super Saiyan 3 est tellement dense qu'elle parvient même à impacter l'environnement, à l'image de Goku qui a fait trembler la Terre entière tout en influant sur l'atmosphère, ou encore d'un Gotenks qui est parvenu sous le Super Saiyan 3 à avoir une puissance qui lui a permis de fractionner la dimension et même l'espace-temps. La force du Super Saiyan 3 était si grande qu'elle fut ressentie jusqu'aux confins de l'univers, au Kaioshinkai. À cet instant, il était difficile de croire pour son groupe d'alliés que le guerrier qu'ils observaient à l'action et dont ils ressentaient la force était bel et bien Son Goku. Il n'avait alors plus seulement dépassé les limites des Saiyans, mais s'approchait tout bonnement de la limite des êtres vivants dans leur ensemble. Plus puissante, plus rapide, plus résistante et visuellement plus effrayante, cette transformation a des allures de transformation finale qu'un Saiyan pouvait envisager. Mais acquérir cette immense force n'est pas sans conséquences, et c'est pourquoi le Super Saiyan 3 semble également être la transformation la plus instable des Super Saiyans. En effet, la contrepartie quant à son utilisation est son intense consommation énergétique. Si on prend par exemple le cas de Gotenks, qui est un peu spécial puisqu'il est un guerrier issu d'une fusion de deux autres, la consommation énergétique du Super Saiyan 3 a principalement résulté en un raccourcissement considérable de son temps de fusion. C'est pourquoi, sans s'en apercevoir, l'intense utilisation de cette transformation l'a totalement vidé, ce qui a poussé Goten et Trunks à défusionner prématurément, court-circuitant en quelque sorte la technique du peuple métamol, une technique qui n'était pas paramétrée pour une telle consommation énergétique. Mais pour le cas de Son Goku, qui est donc le seul guerrier à avoir atteint naturellement cette transformation, cet effet secondaire a été plus problématique. En effet, après avoir libéré le Super Saiyan 3 face à Majin Buu, Son Goku a été surpris de son impact sur son corps et sur sa fatigue. Ayant atteint ce stade dans l'autre monde, avec un corps spirituel lui offrant une énergie disponible illimitée et un corps potentiellement infatigable, il a à ce moment subi l'entière charge du Super Saiyan 3 en ayant d'une part eu du mal à le libérer pour la première fois sur Terre et d'autre part à le maintenir sur une longue période lors d'un combat. Le Super Saiyan 3 était d'ailleurs tellement énergivore que cette transformation a été la première de l'histoire à avoir totalement vidé l'énergie de son utilisateur, puisque lors de son combat face à la forme originelle de Majin Buu, Son Goku, en voulant concentrer son énergie en une attaque qui, selon lui, pouvait venir à bout de Majin Buu, a vu l'effet inverse se produire dans son corps. Son énergie a graduellement commencé à se vider pour au final totalement se dissiper sans qu'il ne puisse l'empêcher. C'est pourquoi au final, on peut dire que le Super Saiyan 3 est une transformation très intéressante pour les Saiyans, à la vue de la puissance destructrice qu'elle octroie, mais qu'elle doit être privilégiée pour des combats courts et foudroyants, et non pas pour des combats destinés à durer dans le temps. Et d'ailleurs, lors du tournoi du pouvoir, Son Goku utilisera le Super Saiyan 3 de cette manière. Ainsi, lorsque Kale et Caulifla l'ont attaqué, il libérera le Super Saiyan 3 pour repousser leur force, ce qui les a impressionnés au passage, tout en repassant très rapidement au stade en dessous. Et pour expliquer cette utilisation éphémère, Son Goku dira qu'il n'a actuellement pas assez d'endurance pour pleinement utiliser le Super Saiyan 3. ついつい勢いで3になっちまったけど、この力に耐えられるだけの体力はまだ戻ってねえみてえだ。 Ce qui atteste que même plusieurs années après l'arc Buu, même en l'ayant totalement maîtrisé, le Super Saiyan 3 reste une transformation trop gourmande qu'il peut cependant être amené à libérer sur des phases courtes de combat. Et pour expliquer cette instabilité du Super Saiyan 3, on peut se référer à une interview d'Akira Toriyama en date de 2014 qui nous informe un peu plus sur les transformations des Saiyans. En effet, lorsqu'on lui demande si le Super Saiyan avait un potentiel d'évolution illimité en termes de nouvelles formes, Akira Toriyama répond que non et qu'en réalité, il voit le Super Saiyan 2 ainsi que le Super Saiyan
Saiyan 3 comme de simples power-up, des variations de la forme initiale, celle qu'on appelle Super Saiyan 1. D'ailleurs, il est intéressant de préciser que la première fois que le terme Super Saiyan 2 est utilisé dans l'histoire était lors de l'arc Majin Buu par Son Goku. 俺がスーパーサイヤ人をさらに超えたスーパーサイヤ人。まあ、スーパーサイヤ人2ってとこかな。 C'est-à-dire que depuis l'arc Cell, et même au début de la saga Buu, cette forme qu'avait atteint Gohan pour la première fois n'était vue ni plus ni moins comme un power-up du Super Saiyan, un stade qui viendrait au-dessus du stade Full Power du Super Saiyan 1, et non forcément comme une transformation à part entière. Et c'est la raison pour laquelle, dans les descriptifs annexes à l'œuvre, il est arrivé que ce Super Saiyan qu'avait atteint Gohan n'était pas nommé Super Saiyan 2, mais Super Saiyajin Dai Godankai ou Super Saiyan de stade 5, un stade qui viendrait donc après les 4 premiers vus précédemment. Et avec ces révélations, certains éléments de ces transformations deviennent alors plus clairs. Par exemple, l'agressivité de l'aura du Saiyan, avec ses éclairs caractéristiques qui apparaissent à partir du Super Saiyan 2, peuvent être là pour illustrer le fait que c'est une transformation forcée. Le Saiyan aurait donc en quelque sorte poussé le Super Saiyan initial à libérer une force qui va au-delà de sa limite, ce qui lui donne cet aspect de surcharge énergétique, de tension, montrant qu'on assiste là ni plus ni moins qu'à un Super Saiyan power-upé. Et ce phénomène est d'autant plus renforcé avec le Super Saiyan 3, qui donne le sentiment de tellement pousser le Super Saiyan initial dans ses retranchements que très rapidement cette transformation devient contre-productive pour le Saiyan qui ne peut l'utiliser sur de longues périodes. C'est pourquoi Akira Toriyama dira qu'à terme, Son Goku n'utilisera plus le Super Saiyan 2 ni le Super Saiyan 3 au combat car en maîtrisant son état normal ainsi que la forme initiale du Super Saiyan, il utiliserait beaucoup mieux son énergie et serait logiquement plus fort que sous ces deux transformations. Au final, ce que nous dit là l'auteur, c'est qu'il voulait désormais pour ses personnages principaux qu'ils arrêtent de chercher sans cesse à power-upper leur Super Saiyan pour se focaliser sur sa forme initiale, car c'est bien elle qui leur permettrait de libérer le plus de puissance. そのスーパーサイヤ人ゴッドっていう存在を知ってるかね Il y a plus d'un millénaire, un étrange Saiyan au cœur pur, du nom de Yamoshi, s'est révolté et a combattu les Saiyans au cœur sombre de son peuple. Devenant le premier Super Saiyan de l'histoire, sa transformation et son style de combat ont surpris ses congénères. Durant ce combat, la pureté de son groupe et la sienne ont permis à Yamoshi de devenir une divinité parmi les Saiyans, un guerrier sans commune mesure que l'on appelle Super Saiyan God. Mais acculé par le nombre important d'ennemis et avec le peu de Saiyans purs qui avaient survécu, Yamoshi perdit sa force divine et ne redevint qu'un simple Saiyan, il s'épuisa et fut alors vaincu. Après cet affrontement, la planète Vegeta fut de nouveau peuplée par des Saiyans maléfiques et ce pouvoir disparut. Cependant, même si son enveloppe charnelle n'était plus, l'esprit de Yamoshi a continué à errer depuis plus d'un millénaire à la recherche de 6 Saiyans au cœur pur ayant besoin d'un sauveur, le Super Saiyan God. Et durant cette errance, son esprit a influencé le sommeil du Seigneur Beerus, ce qui l'a poussé à rechercher le prochain Super Saiyan God à son réveil. Et de la même façon, il est dit que l'esprit de Yamoshi s'est lié d'amitié avec le doyen Namek, qui a donc inscrit son histoire dans le livre des légendes Namek, ce qui a permis à Shenron de connaître et de divulguer aux Saiyans la façon de faire renaître le Super Saiyan God. Justement, pour faire appel à ce guerrier divin, il stipule donc que si 5 Saiyans au cœur pur joignent leurs mains en faisant converger leur esprit vers un autre Saiyan au cœur pur, ce rituel fera de ce Saiyan une divinité parmi les individus de son peuple, un Super Saiyan God. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Super Saiyan God modifie drastiquement le corps du guerrier qui l'atteint, mais d'une façon non conventionnelle. La musculature s'amoindrit et laisse place à une silhouette élancée, les cheveux du Saiyan gardent leur aspect normal mais deviennent alors totalement rouges, de même que ses yeux. Sous cet état, le Saiyan semble maître de ses émotions et ne semble pas être rempli de colère comme pour certains précédents stades du Super Saiyan. On peut même aller plus loin en disant que ce stade semble mettre le Saiyan sous un état particulièrement calme, une sorte de plénitude. Mais cette sérénité contraste beaucoup avec l'aura du Super Saiyan God, dont l'aspect évoque des flammes qui jaillissent brutalement du corps du guerrier. Justement, en parlant de son énergie, il est à noter qu'en devenant une divinité, le Saiyan n'émet désormais plus une énergie normale, mais une énergie divine. Son énergie, ou son ki, devient alors indétectable pour le commun des mortels et ne devient perceptible que par d'autres divinités qui partagent la même énergie. On notera que ce ki divin, procuré par le Super Saiyan God, semble également offrir des possibilités plus grandes que le ki classique en termes de maîtrise. En effet, on a pu voir Son Goku faire preuve d'une grande créativité dans ses techniques sous ce stade,
façade, à l'image de l'absorption d'énergie qui a permis à Goku de neutraliser l'attaque de Beerus dirigée contre la Terre, mais également la régénération qu'on peut relever et qui lui a permis, grâce au ki divin, de soigner l'une de ses blessures. Et de manière beaucoup plus spectaculaire cette fois, la technique de liaison divine qui lui permet, en envoyant un flux d'énergie entourer son opposant, de totalement le paralyser et de contrôler son corps. Ce qui n'est pas sans nous rappeler la technique qu'avait utilisée Kaioshin lors du Tenkaichi Budokai pour inhiber les mouvements de Gohan. Toutefois, on pourra aussi noter que la maîtrise du ki divin n'est pas chose aisée, et même un guerrier aussi expérimenté que Son Goku finira par être totalement vidé de son énergie suite à sa première utilisation du Super Saiyan God, car il n'arrivait pas à bien gérer ce ki si particulier. En termes de puissance, cette forme divine va bien au-delà du Super Saiyan 3. Alors que le Seigneur Beerus était venu à bout de cette transformation de manière fracassante, ce Super Saiyan God non maîtrisé permit à Goku de rivaliser contre la divinité de la destruction qui dit avoir utilisé 70% de sa force. Mais aussi forte soit-elle, la particularité de cette forme n'est pas la puissance qu'elle octroie, mais plutôt le nouvel horizon que le statut divin offre aux Saiyans dans la suite de leur évolution, eux qui semblaient avoir atteint les limites du Super Saiyan puisque plusieurs années après l'arc-bout, aucune évolution notable n'avait pu être constatée suite au Super Saiyan 3 de Goku. Au départ et contrairement aux autres transformations, le Super Saiyan God n'a pas été une transformation provoquée par un entraînement, mais par un rituel. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a pu voir un Goku, pour la première fois, ne pas maîtriser sa force, car il n'était tout simplement pas habitué à ce rapide gain de puissance dû à ce nouveau corps et à ce ki divin. Mais même si le rituel a été nécessaire pour familiariser les Saiyans à cette forme qui leur était possible, le stade du Super Saiyan God peut également être atteint sans y passer, mais par un entraînement très spécifique. En effet, à la fin de son combat face à Beerus, Vegeta a rejeté la proposition de Son Goku de faire de lui le deuxième Super Saiyan God, sous-entendu par le rituel Saiyan. Le fier prince dira tout bonnement à Goku qu'il ne souhaite pas l'atteindre de cette façon, mais préfère le faire de par ses propres moyens. スーパーサイヤ人ゴッドのパワーを次はおめえに。2番目とやらにしかなれないパワーなどいらん。自分の力だけで強くなってみせる。スーパーサイヤ人ゴッドもお前も食える。 Et cette scène est intéressante puisqu'on a là un Vegeta qui pense pouvoir atteindre seul cette transformation qu'il a particulièrement pris le temps d'analyser, et un Goku qui ne semble pas le contredire, comme si à ce moment, les deux Saiyans avaient déjà une vague idée de la façon d'éveiller ces formes divines par leurs propres moyens, des moyens plus méritocratiques. Et comme le confirmera Goku plus tard dans l'histoire lorsqu'il l'utilisera, Vegeta est bien parvenu à atteindre le Super Saiyan God sans passer par le rituel. それもオラと違って他のサイヤ人の力借りず自分一人の力でな。 Et au-delà d'un entraînement rude pour préparer son corps, cette prouesse a été possible grâce à l'assimilation du ki divin dont il a pu s'imprégner assez longtemps sur la planète de Beerus et Whis. Vegeta a donc tout bonnement appris de lui-même à convertir son ki en ki divin, et avec la puissance qu'il a acquise, il a réussi à éveiller le Super Saiyan God. C'est pourquoi à ce jour et dans toute l'histoire du peuple Saiyan, Vegeta aura été le seul guerrier connu à avoir libéré cette forme divine sans passer par le rituel Saiyan dont ont bénéficié le mystérieux Yamoshi et Son Goku. Mais Vegeta n'aura pas été le seul à progresser durant cet entraînement, car de la même manière que lui, Goku y acquérera la faculté de maîtriser le ki divin et d'utiliser le Super Saiyan God au gré de sa volonté. Goku qui avait déjà montré des prémices de cette assimilation à la fin de son combat contre Beerus. どうやらスーパーサイヤ人ゴッドのパワーは時間切れで消え失せたわけではなかったようだな。パワーは完全に融合して君自身のものになった。 Il est important de noter que sous le Super Saiyan God, le guerrier n'est pas transformé en Super Saiyan à proprement parler. C'est juste que, sous sa forme normale, le Saiyan change d'état, il passe d'un simple mortel utilisant du ki à un mortel utilisant un ki divin, le ki des divinités. Et puisque cette nouvelle force et ce statut le rendent supérieur en tout point au reste de son peuple, le terme super, qui étymologiquement veut dire au-dessus, est alors associé au nom de sa race, c'est un Super Saiyan divin. Mais ce guerrier divin, qui est donc sous sa forme normale, peut également libérer le Super Saiyan, la transformation de la légende des Saiyans mortels, s'il a préalablement appris à le faire. Et lorsque ce phénomène mêlant ces deux transformations s'opère, on assiste donc à un Super Saiyan divin, alors transformé en Super Saiyan. Le contraste avec la précédente forme est drastique et une sorte d'inversion visuelle s'opère, puisque le corps svelte laisse place à un corps massif, l'énergie enflammée se transforme en une énergie plus calme mais tout de même si dense qu'elle devient alors totalement opaque, les cheveux auparavant rouges, de même que les yeux à la pupille visible, deviennent totalement bleus. Et cette couleur atypique n'a pas d'autre explication que la réaction naturelle de la forme divine des Saiyans face au Super Saiyan, un peu comme le Super Saiyan aux yeux turquoise et aux cheveux dorés était la réaction naturelle différenciant le Super Saiyan d'un Saiyan
Saiyan normal. De manière très parallèle, on peut relever que cette forme, qui est nommée Super Saiyan Blue, a un alter ego dans l'histoire qui n'est autre que le Super Saiyan rosé que Black Goku a été en mesure de libérer dès lors que sa puissance a naturellement dépassé celle du Super Saiyan God. Lui qui avait acquis l'enveloppe charnelle d'un Saiyan mais dont l'esprit restait celui d'une divinité naturelle, puisque Zama c'est un Shinjin, un prétendant au poste de Kaioshin. Il bénéficiait déjà du Ki divin, ce qui a permis à sa forme divine du Super Saiyan de naturellement se manifester, mais avec une différence en termes d'apparence. Alors que le Ki divin émanant d'un Saiyan mortel ayant libéré la forme Super Saiyan du Super Saiyan God créera cette teinte bleue, le Ki divin d'un Saiyan qui, par nature est déjà une divinité, matérialisera une apparence et une aura rosée, mais on assiste là bien à la même transformation. Pour libérer le Super Saiyan sous l'état de Super Saiyan God, il est donc nécessaire que le Saiyan ait préalablement maîtrisé cette forme sous son état de mortel. Goku le dira d'ailleurs à Freezer, contre qui il l'a libéré pour la première fois. ややこしくて説明しにくいけど、スーパーサイヤ人ゴッドのパワーを持ったサイヤ人のスーパーサイヤ人なんだ。 Ce que veut dire Goku, c'est que le Super Saiyan God est une transformation qu'il a acquise, dont on lui a fait bénéficier. Mais cette transformation qu'il montre à Freezer, le Super Saiyan Blue quant à elle, est la résultante d'un tout autre entraînement, de sa propre maîtrise de la forme Super Saiyan combinée au Ki divin. Car s'il est effectif que même un Saiyan lambda peut potentiellement atteindre le Super Saiyan God grâce au rituel notamment, il n'est pas obligatoire qu'il développe les évolutions suivantes qui, elles, ne lui seront accessibles que s'il a déjà, sous sa forme mortelle, surpassé les limites de sa race, atteint la forme légendaire du Super Saiyan qu'il aura su combiner à son nouveau Ki. Cependant, libérer cette transformation légendaire sous l'état de divinité n'est pas si simple. C'est une prouesse que Vegeta et Goku ont pu réaliser après un long entraînement, visant à leur faire parfaitement gérer leur Ki divin. La raison étant que le Super Saiyan Blue consomme une quantité d'énergie faramineuse et encore jamais enregistrée jusque maintenant puisqu'on parle là de Ki divin, ce qui met à rude épreuve le corps mortel des Saiyans. Et c'est ce que Goku confiera à Hit lors de leur confrontation. 変身するのを忘れているぞ。あれは体力の消耗が激しいから、もっと後にな。 Et c'est également ce que Vegeta confirmera plus tard dans l'histoire, en décrivant la consommation énergétique comme le principal point faible de cette transformation. D'ailleurs, Whis dira également que Goku et Vegeta ne peuvent utiliser cette transformation de façon répétée. ペース配分ですね。スーパーサイヤ人ブルーは体力の消耗が激しいですから。 Et c'est ce qui les a longtemps poussés à s'économiser à chaque fois qu'ils en avaient recours. C'est pour cette raison que Vegeta se fera battre par Hit lors du tournoi interunivers, car à ce moment, il est dit qu'il n'avait utilisé qu'un dixième de la puissance du Super Saiyan Blue pour préserver son endurance et l'utiliser plus longtemps. Et c'est cette économie de Vegeta qui lui coûtera la victoire. Et c'est pourquoi par la suite, Goku et Vegeta s'efforceront d'y trouver une solution pour rendre cette forme viable sur le long terme. Ainsi, Vegeta essaiera par exemple de pallier à ce défaut en utilisant le Super Saiyan God, qui consomme moins d'énergie pour ne se transformer en Super Saiyan Blue que lors d'un très court instant, juste au moment de son attaque pour bénéficier de sa puissance et mieux gérer son endurance. Mais quand bien même, cette tactique ne remplace pas une transformation totale en Super Saiyan Blue qui, en plus de rendre le Saiyan beaucoup plus fort que sous le stade de Super Saiyan God, le rend logiquement plus résistant, plus rapide et lui permet tout simplement d'exprimer son style de combat sur tous les axes. Mais les deux Saiyans finiront lors de l'arc qui les opposait à Zamasu et Black par régler définitivement ce problème et utiliser le plein potentiel du Super Saiyan Blue en libérant sa forme maîtrisée, nommée Super Saiyan Blue Full Power, qui sur le principe est similaire à la forme Full Power du Super Saiyan 1 basique. De la même manière qu'à l'époque du Cell Game, les Saiyans ont préféré miser sur une meilleure gestion de leur forme plutôt que sur la recherche d'encore plus de puissance au travers d'une nouvelle. Le Super Saiyan Blue Full Power reprend donc ce principe. Sur le papier, cette forme ne diffère donc pas du tout du Super Saiyan Blue en termes de puissance, mais uniquement en termes de gestion et de consommation énergétique. Mais si le Super Saiyan 1 Full Power permettait à l'époque aux Saiyans d'utiliser leur énergie de manière beaucoup plus optimale, cette forme, comme tous les stades du Super Saiyan, provoquait une baisse d'énergie corrélée à l'endurance du Saiyan. L'énergie se consomme et arrivé à un certain stade du combat, Son Goku n'en avait plus, même sous cet état de Super Saiyan 1 Full Power. Puisque comme on a pu le constater lors du combat de Goku contre Cell, le Saiyan a au final rapidement vu son ki diminuer, notamment après avoir lancé son Kamehameha à pleine puissance. Lors de ce combat, on a davantage vu un Goku qui n'arrivait plus à maintenir son niveau d'endurance et de combat, plutôt qu'un Cell qui l'avait totalement surpassé. Goku n'avait pas subi d'énormes dégâts face à Cell, il était juste totalement vidé de son énergie, au point que les Cell Juniors sont venus à bout de lui, alors qu'il était plus fort que Vegeta et Trunks qui n'ont pas été inquiétés par eux. Et c'est là toute la différence entre le fonctionnement du Super Saiyan Full Power et le fonctionnement du Super Saiyan Blue Full Power qui lui a réglé ce souci de baisse d'énergie. En effet, cette forme est un état sous lequel l'endurance énergétique du guerrier ne diminue plus, mais reste constamment à 100% de sa capacité. Et pour réaliser une telle chose, le Saiyan va tout bonnement créer une inversion dans le flux de son ki.
En d'autres termes, au lieu de le laisser s'échapper à l'extérieur de son corps comme d'habitude pour les autres formes ou même pour les formes normales ou les techniques comme le Kaioken, il va le concentrer à l'intérieur de lui et le faire continuellement circuler en un flux qui ne s'estompera pas tant qu'il parvient à maintenir ce niveau de concentration. Le Saiyan parvient alors à faire de son ki une énergie renouvelable qui ne s'épuise pas, c'est pourquoi sous le Super Saiyan Blue Full Power, le Saiyan n'a pas d'aura autour de lui. La faculté de se battre continuellement avec 100% de son énergie et l'absence d'aura libérée, si nous devions trouver un comparatif au fonctionnement du Super Saiyan Blue Full Power, on pourrait dire qu'il est similaire au fonctionnement du corps et de l'énergie des cyborgs créés par le Dr Gero qui dispose d'une énergie théorique infinie. Néanmoins, la contrepartie est grande pour utiliser un tel pouvoir, car puisque le Saiyan doit constamment maintenir un flux stable pour maintenir cette quantité faramineuse d'énergie dans son corps, la moindre déconcentration provoquera une instabilité énergétique, la faisant s'échapper de manière incontrôlée de tous ses pores, ce qui peut conduire au final en l'implosion du corps du Saiyan et à sa mort s'il perd totalement le contrôle. Au final, et comme vous l'aurez compris, la forme divine du Super Saiyan a le même principe d'évolution que la forme normale, c'est-à-dire une base qui peut être améliorée par une meilleure gestion de l'énergie. On a pu également observer que le Super Saiyan Blue, au même titre que le Super Saiyan normal, pouvait évoluer par l'intermédiaire de power-up. C'est pourquoi lors du tournoi du pouvoir, on a pu assister à un Vegeta libérant un stade allant au-delà du Super Saiyan Blue et qui se nomme Super Saiyan Blue Shinka ou Super Saiyan Blue évolué. Sous cette forme, qui n'est pas sans nous rappeler Super Vegeta, alors transformé en Super Saiyan 1 de stade 2, sa musculature, son endurance et sa vitesse ont encore été renforcées et cet éveil propre à Vegeta confirme donc ce que nous énoncions précédemment. Mais la chose la plus importante à relever concernant le Super Saiyan Blue en général, c'est que c'est le stade qui a permis à nos deux Saiyans, Goku et Vegeta, de finalement prétendre au niveau de puissance des dieux de la destruction, ce qui leur donne donc officiellement un statut crédible à cette position. Position divine qui a d'ailleurs régulièrement été proposée ou évoquée devant les Saiyans. お前の元で修行させてくれ。いいですよ。あなたが破壊神になったらの話ですけどね。 Cette force et cette maîtrise du ki divin sous le Super Saiyan Blue Full Power a d'ailleurs même permis à Goku d'utiliser le Hakai, une technique que seuls les dieux de la destruction peuvent utiliser et qui leur permet de détruire toute chose, un objet, un corps et même une âme pour la faire disparaître dans le néant à jamais sans possibilité de retour. Ces transformations divines offrent donc de nouvelles perspectives aux Saiyans. Et d'ailleurs, lorsque Beerus demande à Goku ses premières impressions sous sa forme divine, Goku dit qu'il trouve cet état surprenant et que le ki divin lui faisait découvrir un monde différent. ゴッドが気に入らないか。ああ、こんな世界があったなんてよ。 Et Son Goku ne croyait pas si bien dire puisque c'est bien ce ki divin qui, plus tard, lui permettra d'atteindre dans un premier temps les signes, mais très vite la forme maîtrisée du Migate no Gokui ou Ultra Instinct, cet état d'éveil extrême que même les dieux de la destruction ne parviennent pas à libérer si facilement. Ki divin qui permettra à Vegeta de suivre un chemin d'évolution encore différent, bien que proche, avec sa forme Wagamama no Gokui ou Ultra Ego. Mais alors que Goku et Vegeta ont dû requérir à cette énergie divine pour casser leur plafond d'évolution, il existe une forme du Super Saiyan inconnue ou peut-être oublié, qui allait remettre en question tout ce par quoi ils sont passés. Un Super Saiyan bel et bien mortel, mais dont la puissance surpasse tous les stades qu'ils ont atteints jusque maintenant. なんだあのまがまがしい姿は。あれもスーパーサイヤ人だというのか。 S'il y a bien un caractère qui définit le peuple Saiyan, dans ce qu'il est au plus profond de lui, c'est bien la sauvagerie. Et s'ils ont pu installer leur dynastie durant des millénaires jonchés de violence, c'est parce que la race Saiyan est une race guerrière, prédisposée au combat et possédant naturellement une grande force, à laquelle on rajoute cette capacité si spéciale de se transformer en singe géant ou Ozaru lorsqu'ils sont confrontés au rayonnement lunaire. Cette transformation offre ainsi et naturellement à tous les Saiyans, même ceux qui ne se prédestinent pas au combat, un avantage et une force de frappe sans précédent par rapport à d'autres peuples. Si l'on sort de l'histoire originale pour étudier les ressources annexes, on peut découvrir que l'un des Perfect Files de la série Dragon Ball GT émet la théorie voulant qu'à l'initiale, la forme originale des Saiyans était celle du singe géant, mais que dans leur processus d'évolution, ces singes géants auraient pris une forme humanoïde, tout en gardant leur queue comme dernier vestige, queue qui leur permet de retrouver leur forme et leur force originale lorsqu'ils en ont besoin. Ce peuple étant aujourd'hui quasiment éteint, on a pu constater que les Saiyans restants ont subi une nouvelle évolution puisqu'en devenant, sous leur forme humanoïde, plus forts et plus complets que sous leur forme de singe géant qui peut être contraignante à bien des égards, ceux-ci n'ont plus ressenti le besoin de garder leur queue et c'est sûrement pourquoi la nouvelle génération, contrairement aux précédentes, est même née sans cet attribut inhérent à leur race. Il n'y a de cela pas si longtemps encore, Son Gohan avait par exemple une queue, contrairement à son jeune frère Son Goten. Cependant, si les nouvelles générations ont connu la civilisation et ont pu évoluer dans un environnement paisible qui a réprimé leur sauvagerie, il existe un Saiyan qui lui a au contraire baigné dans un monde hostile, brutal et sauvage, loin de ses semblables et où la loi du plus fort
encore régné, ce Saiyan répondait au nom de Broly. Yare Broly! Jalousé par le roi Vegeta qui découvre que la puissance naturelle de Broly allait bien au-delà de celle de son fils le prince, le jeune Saiyan se fera exiler sur la planète Vampa, une planète aux confins de l'univers, rocheuse et aride, hostile au développement de la vie. Alors que les autres Saiyans combattants s'entraînaient pour devenir plus forts et conquérir de nouvelles planètes, Broly lui ne se battait que pour survivre. Et c'est sûrement cet instinct de survie qui lui permettra de développer sa force, mais surtout d'évoluer différemment par rapport à ses congénères. Oublié par les Saiyans qui sont au final passés d'une race conquérante et nomade à une race sédentaire et commerçante, Broly quant à lui renouera avec l'instinct primitif et sauvage des Saiyans, ce qui lui permettra très tôt de dévoiler alors une première transformation inédite et encore jamais vue. Une transformation combinant sa forme humaine à la forme de l'Ozaru. Des yeux jaunes, des cheveux hérissés accompagnés d'une force mais surtout d'une rage démesurée, Broly bénéficie alors de la puissance de l'Ozaru tout en gardant sa vitesse et son agilité liées à sa forme humaine. Cette évolution que Broly a subie afin de survivre est ainsi une première dans l'histoire des Saiyans, une évolution enclenchée après que son père Paragus lui ait coupé sa queue pour éviter d'être confronté à la force immense et incontrôlable de son fils transformé en Ozaru. Toutefois, et malgré cette précaution, il est intéressant de noter que de la même manière que lorsqu'il était transformé en singe géant, cet état lui fera perdre tout autant sa raison et le rendra ingérable, comme une bête sauvage qui ne vibre que pour le combat et la destruction. Tandis que les Saiyans que nous connaissons ont appris à évoluer en domptant la puissance et la rage inhérente à leur origine Ozaru, Broly a quant à lui tiré sa force de cette sauvagerie et de cette rage liée à cet état d'Ozaru qu'il a pleinement laissé s'exprimer. Pour éveiller cette forme, il n'y a aucune méthode. Elle est la forme propre de l'évolution de Broly, qu'il a éveillé instinctivement pour survivre dans ce monde hostile, pour survivre alors qu'on essayait de brider son pouvoir. À ce jour, aucun autre Saiyan doté d'un tel potentiel à la naissance n'a suivi une telle évolution permettant de libérer une forme similaire. En ce qui concerne sa force ou cette transformation qu'on pourrait qualifier d'hybride, on a pu observer un Broly qui s'adaptait à la force de son adversaire et dont la puissance augmentait au fur et à mesure que le combat avançait. Il a affronté seul Goku et Vegeta qui ont alterné entre le Super Saiyan conventionnel et même le Super Saiyan God, stade qu'il a totalement surclassé. Broly montre alors clairement qu'il est un être à part, un Saiyan sans commune mesure. Néanmoins, et même s'il donne l'impression que sa force est sans limite, la forme bestiale de Broly finira par la rencontrer, puisque sous son Super Saiyan Blue, Son Goku finira par le dominer, et c'est ce que Paragus affirmera à Freezer. Mais c'est à ce moment que celui qui a décimé la race Saiyan s'est rappelé que la rage viscérale pouvait déclencher le Super Saiyan, cette transformation qu'il redoutait tant. Freezer fera alors montre de toute sa sournoiserie en tuant le père de Broly, ce qui le plongea dans une colère irréversible. Une colère qui permit à Broly, sous les yeux d'un Son Goku médusé, d'atteindre comme eux le Super Saiyan et grâce à la même méthode. Il est bon de relever que Broly ne libère cet instinct sauvage que lorsqu'il combat, car en temps normal, il semble très étrangement être un Saiyan pur dont la force naturelle fait simplement perdre la raison. C'est pourquoi malgré l'environnement cataclysmique dans lequel il a évolué, cette pureté naturelle de Broly a dû créer en lui suffisamment de cellules S pour lui permettre de libérer son propre Super Saiyan dès lors qu'il ferait face à un déclencheur comme la mort de son père. Mais on notera cependant une différence physique, puisque même s'il a bien cette chevelure dorée caractéristique de la transformation, les yeux de Broly sont entièrement révulsés, renforçant encore davantage son côté animal, primitif et plus que tout enragé lorsqu'il combat. Et avec ce Super Saiyan, Broly atteint un tout autre niveau. Les assauts des Super Saiyan Blue, ces transformations ayant pourtant le niveau des divinités, ne pourront plus rien face à lui et même la force de Gogeta, alors transformé en Super Saiyan, n'en viendra pas à bout puisqu'on voit là un Broly combattre à quasi force égale avec ce guerrier résultant de la fusion de Goku et Vegeta, bien qu'une légère domination de Gogeta se fera ressentir à un certain moment du combat. L'inscrivant définitivement comme un Saiyan unique, la puissance de Broly continuera cependant d'évoluer, Broly qui finira par libérer sa propre forme full power du Super Saiyan, un stade qui est désormais totalement divergent des autres Super Saiyan conventionnels, puisque la réaction de cette transformation rend ses cheveux verts, couleur que prend également son aura. Broly devient plus massif, plus grand, il est tout bonnement métamorphosé. Kale, une autre Saiyan de l'univers 6, a éveillé une forme similaire à cette forme finale de Broly. Et il est intéressant de relever que lorsque Vegeta y a été confronté, il avait mis en garde Goku en lui demandant de faire attention, car cette forme était peut-être selon lui la véritable forme des Saiyans. 油断するなカカロット。もしかしたらあれは本来のサイヤ人そのものかもしれんのだぞ。
Et cette phrase renforce d'autant plus le mystère qui plane autour des transformations de ce peuple. Au départ, il n'y avait pas de doute. Le Super Saiyan dont parlait la légende ne pouvait être que ce guerrier colérique que Goku a éveillé sur Namek. Un guerrier qui, selon la légende, ne devait apparaître qu'une fois par millénaire. Cependant, très rapidement, on a vu que cette transformation a été largement maîtrisée par les Saiyans, qui l'ont désormais acquise en la transmettant même à la génération suivante. Plus récemment, c'est même le Super Saiyan God, cette forme divine, qui est venu chambouler cette légende, Super Saiyan God qui pourrait tout autant incarner ce guerrier légendaire, étant apparu il y a plus de 1000 ans et qui avait depuis disparu. Mais même cette forme a depuis été maîtrisée et répandue chez nos Saiyans. Mais c'est là que Broly fait son apparition dans l'histoire. Et si on en croit la description initiale qui était faite du Super Saiyan, on nous a dit qu'il s'agissait d'un guerrier Saiyan sanguinaire, dont la force sans pareil n'avait d'égal que sa cruauté et son amour pour le combat. Cette description était aussi bien connue de Vegeta que de Ginyu ou encore de Freezer. Et ces derniers, au final, n'avaient pas reconnu en Son Goku un guerrier qui répondait à cette description. Lui qui était certes devenu plus colérique, recherchant vengeance pour son meilleur ami tué, finira par épargner Freezer et était prêt à laisser ce combat sans le conclure. Son Goku qui ira même jusqu'à réprimer le caractère violent du Super Saiyan lors du Cell Game. Quant au Super Saiyan God, il est très différent du Super Saiyan initial dans la mesure où cet état n'est que pureté et est naturellement dépourvu de haine. La convergence des esprits de 6 Saiyans au cœur pur est nécessaire à son éveil, rien qui ne semble correspondre aux caractéristiques de ce légendaire Super Saiyan. Et c'est donc pourquoi étrangement, cette transformation de Broly semble cocher toutes les cases. Un enfant venu au monde avec un talent et un potentiel inné qui le place déjà au-dessus des autres membres de sa race. Ce Saiyan qui est parvenu à concilier la forme Ozaru, origine des Saiyans, et sa forme humaine pour finir par se transformer en ce Super Saiyan muni de cheveux dorés, Super Saiyan qu'il parviendra à totalement s'approprier pour finir par libérer cette forme unique du Super Saiyan, adaptée à son incommensurable force. Une forme sous laquelle la pureté naturelle du Saiyan laisse place à son instinct sanguinaire qui n'est dicté que par l'appel du combat. Un Super Saiyan aux allures démoniaques que seul un Super Saiyan divin aura pu défier au cours d'un combat légendaire.